Quand Sophie, une serveuse épuisée, a payé le café d'un motard effrayant, elle pensait que l'histoire s'arrêterait là. Elle ignorait totalement qui était cet homme. Bientôt, un grondement assourdissant fait trembler les murs de son café. 200 motards encerclent soudainement le bâtiment. Le chef entre et exige le silence absolu. Ce qui va poser sur son comptoir ce jour-là va choquer tout le monde et bouleverser la vie de cette mère à tout jamais. Restez bien avec moi jusqu'à la toute fin pour découvrir le dénouement incroyable de cette histoire. Avant de continuer, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'adore vraiment savoir de quelle ville ou de quel pays viennent mes spectateurs. C'est parti pour l'histoire. Il y a des silences, juste avant le lever du jour, qui pèsent plus lourd que d'autres. Pour Sophie, ce silence de 4h30 du matin était à la fois un refuge et un fardeau. Dans la pénombre de son petit appartement de province, l'air était encore frais, imprégné de l'odeur du café bon marché qu'elle préparait à la hâte. À 42 ans, la vie ne lui avait pas fait de cadeau, mais elle avait appris à ne plus rien attendre de la chance. Sa chance à elle, sa seule véritable boussole, dormait paisiblement dans la chambre d'à côté. Son fils, Léo, 8 ans, le souffle régulier, enfoui sous une couette un peu trop fine pour l'hiver qui s'annonçait. Avant de partir, elle s'attardait toujours une seconde sur le pas de sa porte. Juste le temps d'ajuster son tablier fatigué et de prendre une grande inspiration. Elle savait que la journée serait longue. Sophie travaillait comme serveuse dans un modeste relais routier situé au bord d'une route départementale, balayée par les vents. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on s'arrêtait par hasard, mais plutôt un de ces havres de paix sans prétention où les chauffeurs fatigués venaient chercher un peu de chaleur humaine autour d'un plat du jour ou d'un grand crème. Le travail était rude. Dès l'ouverture, il fallait courir, porter les plateaux chargés, essuyer les mêmes tables d'innombrables fois, et surtout, sourire. Ce sourire de façade, Sophie l'avait cultivé comme un bouclier. Peu importait la douleur sourde dans le bas de son dos ou les varices qui commençaient à marbrer ses jambes à force de piétiner 10 heures par jour. Elle souriait parce que c'était son métier et parce que sa dignité le lui imposait. Jamais elle ne laissait transparaître l'angoisse qui lui serrait souvent la gorge, car derrière la bienveillance de ses yeux clairs se cachait une lutte de chaque instant, une bataille silencieuse faite de calculs mentaux incessants. Chaque pourboire, même une simple pièce de 50 centimes glissée sous une tasse, était soigneusement comptée, soupesée et allouée. Une pièce pour le lait de Léo, une autre pour réparer ses chaussures d'école qui prenaient l'eau, une autre encore pour tenter d'apaiser l'huissier qui menaçait régulièrement de couper l'électricité. La fin du mois n'était plus une date sur le calendrier, c'était un gouffre qu'elle scrutait avec appréhension dès le 15. Pourtant, malgré l'épuisement physique qui l'envahissait chaque soir sur le trajet du retour, malgré le froid qui s'insinuait sous son fin manteau de laine usée, Sophie refusait de baisser les bras. Elle n'était pas de ces femmes qui se plaignaient. Elle était une mère. Et pour une mère, le sacrifice n'est pas un choix, c'est une respiration. Elle portait le poids de son quotidien avec une élégance discrète, presque invisible pour ceux qui croisaient sa route. Mais l'univers, parfois, a une drôle de manière de regarder ceux qui pensent être oubliés de tous. Et le destin de Sophie s'apprêtait à basculer, un matin de pluie, sur le carrelage usé de ce petit relais routier. Novembre avait frappé la région avec une brutalité soudaine, noyant les routes sous des trompes d'eau glaciale. Ce matin-là, le ciel était d'un gris lourd, presque oppressant, et la pluie battait violemment contre les grandes vitres embuées du relais routier. À l'intérieur, la chaleur des radiateurs en fonte et l'arôme réconfortant des croissants chauds offraient un abri dérisoire, mais précieux contre la tempête. Le café était paisible. Quelques habitués, des retraités du village voisin et 2 chauffeurs-livreurs, lisaient le journal local en silence, bercés par le bourdonnement familier du percolateur et les murmures de la radio. Soudain, la clochette en laiton fixée au-dessus de la porte d'entrée tinta avec une violence inhabituelle, arrachée par une bourrasque de vent. La porte s'ouvrit lourdement, laissant s'engouffrer un courant d'air glacial qui fit frissonner toute la salle. Sur le seuil, bloquant presque la lumière blafarde du matin, se tenait une silhouette massive. Un homme imposant, taillé comme un roc, venait de faire éruption. L'eau ruisselait de son lourd blouson de cuir noir et de ses grosses bottes maculées de boue. Sous son casque qu'il tenait d'une main ferme, on devinait un crâne rasé, une barbe épaisse et des bras où s'entremêlaient des tatouages complexes, sombres, qui semblaient raconter 1000 vies rugueuses. Son visage était fermé, durci par le froid et peut-être par les épreuves, ses mâchoires serrées. En une fraction de seconde, l'atmosphère paisible du relais s'évapora. Les conversations à voix basse s'éteignirent net. Les tasses de café restèrent suspendues en l'air. Les regards des habitués convergèrent vers l'intrus avec une méfiance indissimulable, ce mélange de crainte et de jugement silencieux que l'on réserve souvent à ceux qui ne rentrent pas dans les cases.
Le contraste était saisissant entre la quiétude douillette de l'établissement et la présence presque sauvage de ce voyageur trompé. Un lourd silence de plomb s'abattit sur la pièce, seulement troublé par le crépitement de la pluie à l'extérieur. Derrière son comptoir, Sophie observait la scène. Elle sentait la tension palpable qui pétrifiait ses clients réguliers. Mais là où les autres voyaient une menace, une brute ou un marginal de la route, Sophie ne voyait qu'un être humain frigorifié. La vie lui avait suffisamment appris que l'habit ne fait jamais le moine, et que les visages les plus rudes cachent souvent des blessures muettes. L'arrogance et les préjugés n'avaient pas leur place dans son cœur de mère, ni dans son service. Sans hésiter une seule seconde, elle essuya machinalement ses mains sur son tablier usé. Traversant la salle avec la grâce tranquille de ceux qui ne craignent pas l'inconnu, elle s'approcha du colosse. Les habitués retinrent leur souffle, redoutant l'échange. Mais Sophie, levant les yeux vers l'imposant motard, illumina son visage de ce sourire chaleureux et sincère qui était sa signature. Avec une douceur qui trancha immédiatement avec la brutalité de la météo, elle l'accueillit d'une voix douce et réconfortante, l'invitant à s'installer à la petite table du fond, juste à côté du radiateur, pour que l'ombre de la tempête puisse enfin laisser place à un peu de chaleur. Le colosse s'assit lourdement à la table indiquée, le cuir de son blouson grinçant âprement à chaque mouvement. L'eau gouttait de ses manches pour former de petites flaques sombres sur le carrelage usé. Quand Sophie s'approcha avec son carnet de commandes, il releva la tête. Ses yeux, d'un brun profond, trahissaient une fatigue immense, celle des longs trajets solitaires sous la mauvaise saison. D'une voix grave, presque rocailleuse, il commanda simplement un grand café noir et un croissant pour tenter de chasser le froid qui lui mordait les os. Dans la salle, le tintement rassurant des cuillères contre la porcelaine reprit doucement. La tension retombait d'un cran. Les habitués, rassurés de voir que ce géant farouche de la route se contentait de tromper paisiblement sa viennoiserie dans le silence absolu, retournèrent à la lecture de leurs journaux. Pendant un quart d'heure, l'homme savoura cette parenthèse de chaleur, ses grandes mains calleuses et tatouées enroulées autour de la tasse fumante comme pour en capturer chaque parcelle de réconfort. Puis, visiblement revigoré, il se leva de sa chaise et s'avança pour régler son addition au comptoir. Sophie tapota le modeste montant sur les touches fatiguées de la vieille caisse enregistreuse. C'est alors que le temps sembla brusquement se suspendre. La main droite du motard plongea dans la poche intérieure de son blouson, puis s'arrêta net. Ses sourcils épais se froncèrent. Il fouilla la poche gauche, puis celle de son épais jean de toile, tapotant ses flancs avec une précipitation soudaine. Ses gestes, d'abord méthodiques, devinrent presque frénétiques. Le portefeuille n'y était pas. Sur la route départementale, fouettée par la tempête et les bourrasques, une fermeture éclair mâle refermée avec des doigts engourdis avait sans doute eu raison de ses affaires. Sous les néons blafards du relais routier, la carapace indomptable du dur à cuire se fissura instantanément. Le visage de l'homme blêmi, laissant place à une vulnérabilité foudroyante. L'humiliation lui monta cruellement aux joues, rougissant ses pommettes au-dessus de sa barbe trompée. Il croisa le regard de Sophie, et dans ses yeux, la cerveuse lut une détresse vertigineuse. C'était la panique muette d'un homme fier soudainement privé de sa dignité, réduit à l'état de mendiant face à une salle qui, il le redoutait, n'attendait qu'un faux pas pour le juger. Il bredouilla une excuse inaudible, la voix brisée par la gêne, cherchant désespérément ses mots pour justifier l'inacceptable. Sophie ne laissa pas le silence gênant s'installer plus longtemps. Elle connaissait intimement cette onde brûlante, celle qui vous ronge de l'intérieur quand les poches sont désespérément vides et que le monde entier semble vous regarder de haut. Elle l'avait vécu elle-même tant de fois. Sans un mot, avec la douceur instinctive d'une mère qui apaise une blessure, elle plongea la main dans la poche de son propre tablier. Ses doigts rencontraient les quelques pièces froides de ses maigres pourboires de la matinée, ces mêmes pièces qui représentaient pour elle un précieux filet de sécurité. Avec un naturel absolu et une discrétion totale, elle glissa la monnaie dans le tiroir-caisse qui s'ouvrit dans un léger cliquetis. Poussant le petit ticket vers l'homme éberlué, elle lui adressa un sourire bienveillant, murmurant avec une douceur infinie que la maison offrait toujours le café aux voyageurs pris dans la tempête. Aucune leçon de morale, aucune pitié mal placée. Juste un pur acte d'humanité, l'élégance silencieuse d'une femme modeste choisissant de préserver l'honneur d'un colosse abattu. Le motard resta figé, les yeux rivés sur le petit bout de papier posé sur le formica du comptoir. Ce n'était pas seulement le fait de se voir offrir un repas qui le bouleversait, c'était la provenance de ce geste. Il avait l'habitude des regards en biais, des portes qui se ferment et des jugements hâtifs. Dans son monde, la rudesse était la monnaie courante. Mais ici, sous la lumière blafarde de ce relais routier de campagne, une serveuse au visage marqué par la fatigue, dont le tablier élimé et les mains rougies par le travail trahissaient une vie de labeur, venait de se priver pour lui. Il comprit instantanément que ces quelques pièces représentaient bien plus qu'un simple café.
C'était une part de sa propre subsistance qu'elle lui cédait avec une élégance rare. La gorge nouée par une émotion qu'il peinait à dissimuler, l'homme immense planta son regard sombre dans les yeux clairs de sa bienfaitrice. La carapace du voyageur endurci venait de voler en éclats, laissant place à une gratitude d'une sincérité désarmante. D'une voix grave, soudainement adoucie par le respect, il murmura un merci qui venait du plus profond de ses entrailles. Il ne détourna pas les yeux lorsqu'il lui demanda son prénom. « Sophie » répondit-elle simplement, accompagnée de son éternel sourire réconfortant. L'homme hocha lentement la tête, répétant ce prénom à voix basse, comme pour le graver dans le marbre de sa mémoire. Avant de se détourner vers la sortie, il la regarda une dernière fois, avec la solennité d'un serment intime, lui promit d'une voix sourde qu'il n'oublierait jamais. Puis, il repoussa la lourde porte vitrée pour affronter de nouveau les éléments déchaînés. De l'autre côté de la vitre embuée, Sophie aperçut vaguement la silhouette massive enfourchée une grosse cylindrée sombre. Un rugissement mécanique étouffé par le fracas de la pluie déchira le silence de la matinée, puis le bruit s'évanouit au loin, avalé par la tempête et l'horizon grisâtre. La parenthèse était refermée aussi brusquement qu'elle s'était ouverte. Sans s'attarder sur cet échange singulier, Sophie saisit son chiffon humide posé sur le bord de l'évier. D'un pas tranquille, elle se dirigea vers la table du fond pour effacer les traces de la tasse et ramasser les miettes éparpillées. En haussant les épaules, elle repoussa une mèche rebelle derrière son oreille. Pour elle, il n'y avait là ni héroïsme, ni sacrifice digne d'être raconté. Tendre la main à un homme dont la panique n'était qu'un réflexe d'humanité fondamentale, une évidence absolue dans une époque qui manquait si cruellement de douceur. Très vite, l'incident s'effaça totalement de son esprit. La valse des clients reprit, ramenant avec elle le tintamarre des couverts et les commandes annoncées à travers la salle. Le retour brutal à la réalité ne se fit pas attendre. En nettoyant le percolateur, l'angoisse coutumière des fins de mois douloureuses se réinstalla dans sa poitrine, lourde et oppressante. Les factures en souffrance, le loyer imminent, le regard de son petit Léo qui espérait tant un manteau plus chaud pour l'hiver, voilà quelles étaient ses véritables batailles. Le motard de la tempête n'était déjà plus qu'un fantôme, une ombre passagère définitivement engloutie par l'océan de ses propres tourments quotidiens. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette matinée d'orage. L'hiver s'était désormais installé pour de bon, drapant la campagne d'un manteau de givre et rendant l'air matinal coupant comme du verre. Mais pour Sophie, le véritable froid ne venait pas du dehors. Il s'était insinué insidieusement au creux de sa poitrine, une morsure glaciale et persistante qui refusait de la quitter. L'équilibre précaire de ses finances, ce fragile château de cartes qu'elle maintenait debout à force de privations silencieuses et d'heures supplémentaires éreintantes, venait de s'effondrer brutalement. Tout avait commencé par un bruit métallique sous le capot de sa vieille petite voiture, suivi d'une épaisse fumée noire sur le bas-côté de la route départementale. Le diagnostic du garagiste du village était tombé comme une sentence irrévocable. Le moteur avait lâché et le devis de réparation dépassait largement ce qu'elle parvenait à gagner en un mois entier de labeur. Sans ce véhicule capricieux, il lui était purement et simplement impossible de rejoindre le relais routier à l'aube. La peur au ventre, elle n'avait pas eu d'autre choix que de puiser dans la modeste enveloppe en papier craft destinée à payer le loyer de décembre pour régler le mécanicien. À partir de cet instant précis, l'engrenage impitoyable de la précarité s'était mis en marche, broyant tout sur son passage. Les courriers administratifs avaient commencé à s'empiler sur le petit meuble de l'entrée. D'abord de simples rappels polis, puis des lettres ornées de tampons à l'encre rouge, utilisant des termes froids et menaçants, parlant de pénalités de retard, de coupures d'électricité imminente et d'intervention d'huissier. Chaque passage du facteur la faisait douloureusement sursauter. L'ouverture de sa boîte aux lettres était devenue une épreuve redoutable pour ses nerfs à vif. C'est une angoisse vertigineuse que tout parent qui s'est un jour retrouvé le dos au mur connaît viscéralement. Cette boule au ventre permanente qui vous réveille en sursaut à 3 heures du matin, le front perlé de sueur, l'esprit moulinant frénétiquement des chiffres qui s'obstinent à ne pas s'additionner. Sophie se sentait comme un capitaine sur un petit navire de fortune qui prend l'eau de toutes parts, écopant frénétiquement avec un simple dé à coudre. Mais ce qui lui brisait réellement le cœur, ce n'était pas sa propre fatigue physique. C'était le regard confiant de son fils. Léo grandissait à vue d'œil. Ses pantalons devenaient trop courts, ses chaussures d'hiver laissaient passer l'humidité, et les fêtes de fin d'année approchaient à grands pas avec leur lot d'espoirs enfantins qu'elle savait d'ores et déjà ne pas pouvoir combler. Devant lui, pourtant, elle continuait vaillamment de faire illusion. Elle riait fort à ses blagues innocentes, inventait des jeux avec des bouts de carton, et lui préparait ses pâtes au beurre comme si c'était le plus grand des festins. Elle refusait catégoriquement que la noirceur cruelle du monde des adultes vienne salir l'innocence de son petit garçon. Mais le soir, une fois la porte de la chambre de Léo doucement refermée, l'armure de la mère Courage se fissurait.
Assis seul dans la pénombre de sa cuisine, éclairée par le simple halo jaunâtre du lampadaire de la rue, Sophie laissait couler des larmes silencieuses d'épuisement absolu et de terreur. Elle avait la sensation déchirante d'avoir tout donné, de s'être battue avec toute l'énergie de son âme, mais de perdre inéluctablement la partie. L'étau de la vie s'était refermé sur elle, implacable, étouffant sans pitié la toute dernière lueur d'espoir qui la maintenait encore debout. C'était un mardi matin de décembre qui ressemblait tragiquement à tous les autres. Le ciel bas et laiteux pesait lourdement sur la campagne endormie, noyant la plaine environnante dans une monotonie morne et glaciale. À l'intérieur du modeste relais, le lent service du petit-déjeuner touchait à sa fin. Sophie passait un coup de chiffon mécanique sur le long comptoir en formica, le regard vide, perdu dans les abîmes de ses tourments. Ses pensées tournaient en boucle, inlassablement, autour de la dernière lettre de relance reçue la veille et de cet avis d'expulsion dont la menace planait comme une ombre toxique sur son foyer. Le brouhaha rassurant des conversations à mi-voix et le grésillement familier de la vieille radio posée sur l'étagère ne parvenaient même plus à la tirer de sa torpeur. Elle était là, accomplissant ses gestes avec la précision d'un automate, mais son esprit restait prisonnier de l'étau invisible qui étouffait sa vie à petit feu. Soudain, une vibration sourde et presque imperceptible parcourut le sol carrelé. Au début, ce ne fut qu'un léger frissonnement, une simple secousse sous les semelles usées de ses chaussures de service. Sophie s'arrêta, pensant machinalement qu'un convoi exceptionnel ou un semi-remorque particulièrement lourd approchait sur la route départementale. Ces imposants poids lourds faisaient souvent trembler les murs fatigués de l'établissement. Mais cette fois-ci, le bruit ne passa pas. Au lieu de s'éloigner et de s'évanouir dans le lointain comme à l'accoutumée, la résonance s'intensifia. Ce n'était absolument pas le grondement solitaire et poussif d'un moteur diesel. C'était autre chose, de bien plus vaste. Une fréquence grave, continue et palpitante, qui s'insinuait jusque dans les os et faisait désormais doucement vibrer la vaisselle empilée près de l'évier. Le patron, un homme d'ordinaire taciturne aux gestes lents, cessa soudainement de compter sa monnaie. Il fronça les sourcils, intrigué, et tourna lentement la tête vers la grande baille vitrée embuée. À quelques mètres de lui, sur les tables, les petites cuillères commençaient à tinter toutes seules contre la porcelaine des tasses dans un étrange balai métallique. Le son s'enflait de seconde en seconde, se transformant progressivement en un grondement profond, semblable au roulement précurseur d'un tremblement de terre lointain. Les quelques clients encore présents, si attachés à la quiétude de leur rituel matinal, laissèrent leurs journaux en plan. Gagnés par une inquiétude mêlée de curiosité, ils se levèrent un à un dans un silence solennel, s'approchant prudemment des vitres pour tenter de percer le mystère de cette clameur grandissante. Sophie abandonna son chiffon sur le comptoir et les rejoignit d'un pas hésitant. Le bruit était désormais assourdissant, une puissante symphonie mécanique qui semblait faire palpiter l'air froid du matin. Les grandes vitres de la devanture vibraient frénétiquement dans leur cadre, prêtes à céder. Sur le petit parking gravillonné, les flaques d'eau frémissaient au rythme frénétique de ces pulsations telluriques. L'incompréhension se lisait sur tous les visages collés aux carreaux. Que pouvait-il bien se passer? Puis, tout au bout de la route nationale, là où l'asphalte traçait une longue ligne droite à travers les champs dénudés, une masse sombre et menaçante apparut à l'horizon. Sous le ciel maussade, cette vague grondante avançait à une allure majestueuse et régulière. La crainte initiale de la petite assemblée laissa brusquement place à une stupéfaction absolue alors que la véritable nature de ce cortège tonitruant commençait à se dessiner nettement dans la brume. Ce n'était pas une simple poignée d'amis en balade dominicale. La brume matinale venait d'être transpercée par le faisceau lumineux de dizaines, puis de centaines de phares éblouissants. Une marée ininterrompue de cuir sombre et de chrome étincelant déferlait sur la petite route départementale avec une majesté presque guerrière. Pas 10, ni 50, mais bien 200 motos de gros cylindrés avançaient en formation serrée, créant une procession spectaculaire qui semblait ne jamais devoir prendre fin. Le rugissement collectif de leurs puissants moteurs emplissait l'espace, une symphonie mécanique colossale qui faisait trembler l'asphalte et résonnait au plus profond des poitrines. Malgré le ciel gris et menaçant, les carrosseries impeccables et les imposantes fourches métalliques captaient la moindre parcelle de lumière, offrant un spectacle d'une puissance visuelle à couper le souffle. Dans une discipline fascinante, le cortège commença à ralentir aux abords du modeste établissement. Les premières machines s'engouffrèrent sur le petit parking gravillonné, manœuvrant avec une précision millimétrée pour se garer côte à côte. Très vite, l'espace fut totalement saturé, englouti sous cet ordre. Les motards suivants continuèrent alors de s'aligner majestueusement le long de la rue principale, formant une aide d'honneur impressionnante qui s'étirait sur plusieurs centaines de mètres. Attirés par ce vacarme inouï, les habitants des maisons voisines et le boulanger d'en face sortirent sur le pas de leur porte, emmitouflés dans leur lainage. Leurs visages trahissaient une intimidation évidente face à ce déploiement de force brute.
On n'avait jamais rien vu de tel dans ce coin de province oublié où le temps semblait d'ordinaire suspendu. Puis, l'inattendu se produisit. L'apogée du vacarme laissa soudain place à une manœuvre d'une synchronisation ahurissante. Comme s'il obéissait aux ordres d'un chef d'orchestre invisible, les 200 cavaliers coupèrent le contact de leur monture presque à l'unisson. Le rugissement tonitruant s'éteignit d'un coup sec, remplacé par un silence d'une densité absolue. Ce vide sonore inattendu était vertigineux. Il n'était plus troublé que par le cliquetis régulier des blocs moteurs brûlants qui commençaient à refroidir dans l'air piquant de décembre et par le crissement lourd des épaisses bottes se posant fermement sur les graviers. Réfugiée derrière la ligne protectrice de son comptoir en formica, Sophie assistait à la scène, littéralement pétrifiée. Elle avait reculé d'un pas, les mains crispées sur le rebord usé du meuble, le souffle court. Un mélange singulier d'effroi et de pure fascination l'envahissait. Face à ce régiment d'hommes et de femmes aux allures farouches, arborant des écussons lourdement brodés sur le dos de leurs gilets, elle se sentait soudain minuscule, infiniment vulnérable. Son cœur tambourinait à tout rompre dans sa poitrine. Elle imaginait logiquement qu'il s'agissait là d'un grand rassemblement national, en route pour quelque lointaine destination, contraint par le hasard de faire une halte pour se réchauffer. Perdue dans son angoisse intime et appréhendant l'imminence de la colossale charge de travail que cela représentait, elle ne se doutait pas une seule seconde qu'elle était l'unique boussole de cette formidable armée. La clochette en laiton de la porte d'entrée tinta soudain, résonnant presque comme un gong dans le silence ouaté du café. La lourde porte vitrée s'ouvrit grand, repoussée avec assurance par une main ferme. Quelques motards au visage buriné pénétrèrent les premiers dans la salle. Mais, au lieu de se ruer vers la chaleur réconfortante des radiateurs ou vers le comptoir pour passer commande, ils s'écartèrent avec une discipline militaire. Dans un calme empreint d'un immense respect, ils formèrent une d'honneur de part et d'autre de l'entrée. L'atmosphère, d'ordinaire si familière et modeste, se chargea d'une solennité inattendue. Les habitués du relais, pétrifiés sur leurs chaises, n'osaient même plus cligner des yeux. Puis, une silhouette massive franchit le seuil, s'avançant au centre de cette allée humaine. Dès l'instant où l'homme fit un pas dans la lumière crue des néons, le souffle de Sophie se bloqua net dans sa poitrine. Ses mains s'immobilisèrent sur le formica. Elle reconnut immédiatement cette carrure d'ours, ce blouson de cuir patiné par la rudesse des éléments, cette barbe épaisse, surtout, ce regard sombre et perçant. C'était lui, l'inconnu de la tempête, le voyageur frigorifié d'il y a quelques semaines, cet homme à l'allure redoutable dont la détresse muette face à ses poches vides l'avait tant bouleversé. Mais aujourd'hui, toute trace de vulnérabilité s'était évaporée. Il se tenait droit, fier, irradiant une autorité naturelle et tranquille. Il s'avança d'un pas lent et mesuré, le martèlement sourd de ses grosses bottes résonnant sur le vieux carrelage comme un compte à rebours. Chaque pas semblait chargé d'une intention précise, d'une détermination sans faille. Sophie, instinctivement, resserra ses doigts sur son tablier, incapable de détacher son regard de cette figure presque irréelle. Lorsqu'il s'arrêta enfin juste devant elle, la distance entre eux sembla s'évaporer. Son visage, d'ordinaire si dur et fermé, s'éclaira d'une douceur infinie. Le colosse la regardait non pas comme une simple serveuse de province, mais avec la considération absolue que l'on réserve à une âme noble. D'une voix grave et rocailleuse, cette même voix qu'il avait si poliment remerciée ce matin de pluie, il brisa le silence. Il lui murmura doucement qu'il avait fait une promesse en franchissant cette porte, celle de ne jamais oublier son geste, et qu'il était un homme de parole. Se redressant de toute sa hauteur, il lui révéla alors sa véritable identité. Il n'était pas un simple loup solitaire égaré sur les routes départementales. Il était le président national du club de motards qui patientait sagement à l'extérieur. Avec une fierté évidente, il lui décrivit cette immense famille d'hommes et de femmes au blouson noir, liés non pas par les liens du sang, mais par une fraternité indéfectible, un code d'honneur ancestral où la loyauté, le respect et la solidarité absolue étaient les seules lois qui comptaient. L'homme pivota ensuite lentement sur ses talons pour faire face à l'ensemble de la salle. D'un simple geste de sa grande main tatouée, un geste lent mais d'une autorité implacable, il demanda le silence total dans l'établissement. Bien que personne ne prononçât déjà le moindre mot, l'air lui-même sembla se figer sous son commandement. Les regards de ses frères d'armes, des clients ébahis et du patron taciturne convergèrent vers lui. Ce rassemblement titanesque n'était pas un caprice du hasard. Et tandis que ce silence devenait aussi lourd que du plomb, Sophie comprit, avec un vertige immense et le cœur battant à tout rompre, que toute cette formidable armée de cuir et de chrome n'avait fait le voyage que pour elle. Le silence dans le relais routier était d'une densité palpable, presque sacrée. Le président balaya l'assemblée de son regard sombre, s'attardant d'abord sur ses frères d'armes figés au garde-à-vous, puis sur les habitués du café, encore recroquevillés dans leur stupeur. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix grave et posée résonna bien au-delà des murs de la petite salle,
portant le poids d'une vérité absolue. Il commença par raconter avec justesse cette matinée de tempête. Il décrivit le froid mordant, la fatigue écrasante de la route et ce moment d'humiliation vertigineuse lorsqu'il s'était retrouvé face à la caisse, les poches désespérément vides après avoir perdu son portefeuille. Il n'éluda rien de sa propre gêne, avouant sans phare la vulnérabilité d'un homme fier, habitué à commander le respect, soudainement réduit à l'impuissance devant des inconnus que l'on devinait pro-jugement. Puis, son regard se tourna lentement vers Sophie. Sa voix se fit soudainement plus douce, chargée d'une admiration vibrante. Il expliqua à l'assemblée, littéralement suspendue à ses lèvres, comment cette femme, qui portait visiblement sur ses épaules la fatigue des longues journées de labeur et l'inquiétude des lendemains incertains, n'avait pas détourné les yeux. Là où le reste du monde, pressé et craintif, voyait souvent une menace, un voyou bardé de cuir et de cicatrices, elle n'avait vu qu'un semblable dans le besoin. Sans une once d'hésitation, sans le moindre calcul ni la moindre demande de justification, elle avait discrètement puisé dans ses propres deniers. Elle avait sacrifié ces quelques pièces qui représentaient son propre filet de sécurité pour préserver l'amour-propre d'un colosse à l'allure effrayante. L'homme s'avança d'un pas, captivant son auditoire avec un discours d'une puissance émotionnelle insoupçonnée. Il rappela à ses compagnons de route comme aux clients silencieux que notre époque nous habituait tragiquement à la méfiance, au cynisme et au repli sur soi. La société moderne nous enseigne trop souvent à fermer nos portes et à juger sur l'apparence. Mais la véritable noblesse, insista-t-il avec ferveur, l'honneur pur et authentique que chérissait leur confrérie ne se mesure ni au compte en banque, ni à la respectabilité de façade. Le véritable honneur réside dans le courage inouï de tendre la main quand on n'a soi-même presque plus rien à offrir. Il affirma haut et fort que l'action discrète de cette mère de famille était une leçon de vie fulgurante pour chacun d'entre eux. Elle venait de leur rappeler avec une grâce infinie que les préjugés sont les pires des prisons, et que la vraie grandeur d'âme se niche silencieusement dans l'élégance des gestes du quotidien. Les mots du motard flottaient dans l'air tiède du café, éveillant chez les plus anciens le souvenir de ces valeurs de solidarité parfois oubliées. Derrière son comptoir en formica, Sophie baissait les yeux, les larmes affleurant au bord de ses cils, bouleversée par la résonance extraordinaire de son petit acte de bonté. Le discours du président s'acheva sur une note vibrante, laissant dans l'air tiède du relais une émotion palpable. D'un simple hochement de tête, un geste presque imperceptible pour un œil non averti, il donna un signal silencieux à ses troupes. Aussitôt, la masse de cuir noir s'anima avec une fluidité impressionnante. Dans un ordre parfait, d'une politesse exquise et sans la moindre bousculade, les motards commencèrent à s'avancer un à un vers le modeste comptoir en formica. Chacun d'entre eux, qu'il soit jeune recrue ou vétéran aux tempes grisonnantes, venait commander exactement la même chose, un simple grand café noir. Et pour chaque tasse versée, ce n'était pas la pointe qui glissait sur le zinc, mais des billets laissés avec un clin d'œil ou un sourire entendu, refusant systématiquement la monnaie. Le petit tiroir-caisse de la vieille machine enregistreuse, d'ordinaire si famélique, se mit à tinter frénétiquement. Il débordait bientôt sous cet averse inattendu et ininterrompu de générosité. Le patron, muet de stupeur, aidait Sophie à enchaîner les services à un rythme effréné, l'esprit embrouillé par le miracle bienveillant qui se jouait sous ses yeux. Mais ce ballet fraternel n'était que le prélude. Une fois le dernier café servi et la foule silencieusement massée à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement, le président s'approcha de nouveau. Ses larges mains rugueuses tenaient à présent un objet qu'il déposa avec une délicatesse infinie sur le comptoir tout juste essuyé. C'était une petite boîte en bois de chêne, sombre et lourdement patinée par les années, ornée de solides charnières en laiton massif. Elle semblait porter en elle toute l'histoire de leur confrérie, voyageant de main en main, bravant les intempéries et le temps. Le sonceau qu'elle produisit en touchant la surface claire du meuble résonna comme un point d'or dans le silence respectueux qui venait de retomber sur la salle. Plongeant son regard sombre et d'une intensité folle dans les yeux clairs de Sophie, le leader prit le temps de peser chaque mot. Il lui expliqua d'une voix douce, presque paternelle, que leur grande famille de route fonctionnait selon des règles immuables et sacrées. Dans leur code d'honneur, on ne laisse rigoureusement jamais une dette de l'âme impayée. Lorsqu'une personne prouve la pureté absolue de son cœur en tendant la main à un frère tombé dans la difficulté, elle ne devient pas seulement une amie passagère. Elle entre de fait sous la protection indéfectible du club tout entier. Cette boîte, murmura-t-il avec gravité, n'était en aucun cas une aumône mal placée, mais le juste retour des choses, l'écho de sa propre lumière et un hommage solennel, rendu par des centaines de voyageurs à la dignité silencieuse d'une mère courage. Derrière son zinc familier, Sophie sentit soudainement ses jambes flageoler. Ses mains, rougies par l'eau chaude et le détergent quotidien, se mirent à trembler de manière incontrôlable. Elle baissa les yeux vers le petit coffret de bois brut, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes, comme un oiseau affolé.
La peur tenace de son quotidien se mêlait à un espoir fou qu'elle n'osait même plus formuler dans ses rêves les plus intimes. Elle leva lentement la tête pour balayer la salle de son regard humide. Devant elle, à travers la vitrine embuée jusque sur le parking grisâtre, 200 visages rudes et burinés la fixaient en retour. Il n'y avait plus la moindre trace d'intimidation dans cette marée humaine, seulement une bienveillance absolue, un respect profond et unanime qui l'invitait, avec une douceur désarmante, à soulever enfin le loquet de laiton. Le bout de ses doigts hésitants effleura le métal froid du petit loquet en laiton. Dans le silence magistral qui figeait le relais routier, chaque regard était rivé sur ses mains rougies par le labeur. Avec une lenteur infinie, comme si elle redoutait de briser un sortilège, Sophie fit basculer le fermoir. Il céda dans un petit cliquetis sec qui résonna étrangement fort. Lorsqu'elle souleva le couvercle de chêne massif, une odeur subtile de bois ciré s'en échappa. Mais ce ne fut pas cela qui lui coupa littéralement le souffle. À l'intérieur, parfaitement alignées et serrées les unes contre les autres, se trouvaient des dizaines de liasses épaisses de billets de banque, soigneusement maintenus par de simples élastiques. Pourtant, ce qui frappa d'abord la jeune mère, avant même de comprendre l'ampleur de la somme, ce furent les innombrables petits bouts de papier glissés un peu partout entre les coupures. C'étaient des post-it cornés, des dos d'enveloppes déchirés ou des tickets de péage sur lesquels étaient griffonnés, à la hâte mais avec un soin touchant, des centaines de mots de remerciement. Des témoignages de gratitude venus d'hommes et de femmes qu'elle ne croiserait probablement jamais, mais qui tenaient à saluer sa bonté. La voix grave et rassurante du président s'éleva doucement pour briser le mutisme de la salle. Il lui annonça, avec une fierté empreinte d'une immense humilité, que la nouvelle de son geste si spontané avait voyagé à la vitesse de l'éclair, traversant le pays tout entier. Chaque section régionale de leur grande confrérie, des plaines du nord aux routes sinueuses du sud, avait tenu à participer à cet élan de solidarité inouï. Il la regarda droit dans les yeux et prononça doucement un chiffre qui fit immédiatement vaciller le monde autour de la jeune femme. 50 000 euros. C'était une somme totalement vertigineuse, une véritable fortune. Purement inimaginable pour cette mère qui, la veille encore, comptait fiévreusement les pièces jaunes au fond de ses poches pour être certaine de pouvoir acheter une brique de lait. À l'instant précis où l'écho de ces mots franchit les lèvres du colosse, la lourde digue mentale que Sophie avait érigée pendant des années pour ne pas sombrer volapurement et simplement en éclats. Elle porta ses 2 mains tremblantes à son visage, incapable de prononcer la moindre syllabe. Ses genoux se dérobèrent presque sous le choc de la révélation, l'obligeant à s'appuyer lourdement contre le formica usé du comptoir. La réalité de ce miracle venait de la percuter de plein fouet. Les dettes asphyxiantes qui lui rongeaient la santé, les lettres de menaces des huissiers, les nuits blanches passées à transpirer de terreur dans l'obscurité, la peur panique de l'hiver glacial, le moteur en panne de sa vieille voiture. Tout ce fardeau écrasant venait d'être instantanément pulvérisé, balayé d'un simple revers de main par une armée d'inconnus bienveillants. Et par-dessus tout, une image éclatante s'imposa dans son esprit, le visage rieur de Léo. Son petit garçon chéri était définitivement à l'abri du besoin. Leur lendemain cessait enfin d'être une menace. Sous la pression de cette délivrance absolue, les larmes de Sophie, d'abord contenues et silencieuses, se transformèrent soudain en sanglots irrépressibles. Elle pleura de toutes ses forces, pleura des années de fatigue accumulée, des années de privation cruelle, tandis qu'autour d'elle, les 200 motards au cœur d'or faisaient soudain trembler les murs du relais par des applaudissements d'une tendresse bouleversante. Les jours qui suivirent cette matinée inoubliable eurent le parfum doux et enivrant d'une véritable renaissance. Avec cette somme inespérée, tombée du ciel grâce à la solidarité de parfaits inconnus, Sophie put enfin solder l'intégralité de ses créances. Les lettres de rappel aux mots froids et menaçants disparurent définitivement de sa boîte aux lettres, laissant place à une paix d'esprit qu'elle n'avait plus goûtée depuis de trop longues années. Elle put remplacer son vieux véhicule en panne par une petite voiture d'occasion fiable et bien chauffée. Mais son plus grand bonheur, le véritable miracle de cette histoire, eut lieu quelques jours avant les fêtes. Pour la toute première fois depuis la naissance de son fils, elle put emmener le petit Léo choisir un vrai manteau d'hiver, épais et douillet, sans avoir à recompter l'argent de son porte-monnaie en tremblant. Le regard émerveillé de son garçon, découvrant que la magie de Noël s'inviterait bel et bien dans leur foyer cette année-là, effaça à lui seul toutes les souffrances passées. L'argent restant fut précieusement mis de côté sur un compte bancaire, garantissant d'or et déjà un avenir serein et de belles études à son enfant. Mais au-delà de ce bouleversant sauvetage matériel, c'est une immense famille de cœur que la jeune mère avait gagnée ce jour-là. Elle devint officiellement une membre d'honneur, la protégée intouchable de cette grande confrérie. À chaque changement de saison, aux premiers bourgeons du printemps comme aux feuilles rouges de l'automne, il n'était pas rare de voir de lourdes motos étincelantes s'arrêter sur le parking de son modeste relais routier. Ces grands gaillards aux blousons patinés ne venaient plus pour fuir la tempête, mais tout simplement pour s'attabler avec elle,
partager un grand café chaud et s'assurer avec une tendresse infinie que leur ami ne manquait absolument de rien. Cette histoire extraordinaire, presque irréelle, nous rappelle une vérité fondamentale que la frénésie de notre époque a trop souvent tendance à étouffer. Les actes de générosité les plus purs sont toujours les plus discrets. Sophie n'avait jamais cherché la moindre reconnaissance en glissant ses maigres pourboires dans la caisse de son patron. Elle avait agi avec l'instinct bienveillant d'une mère, refusant de laisser un homme digne sombrer dans l'humiliation. Et en retour, la vie lui a rendu sa bonté au centuple. C'est la plus belle des leçons. Une simple petite graine de gentillesse, semée sans aucun calcul au hasard d'un matin de pluie, possède toujours le pouvoir inouï de faire pousser une forêt entière de miracles. Il reste toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres, grâce à des personnes ordinaires capables de gestes extraordinaires. Si ce récit de vie a su vous toucher, s'il a résonné dans votre cœur et vous a rappelé l'importance de tendre la main au-delà des apparences trompeuses, je vous invite très chaleureusement à nous soutenir. Prenez simplement une petite seconde pour aimer cette vidéo et n'hésitez pas à la partager avec vos proches pour continuer de semer cette belle lumière autour de vous. Pensez également à vous abonner pour découvrir nos prochaines histoires. Prenez grand soin de vous, veillez sur ceux qui vous entourent et n'oubliez jamais qu'un simple sourire peut parfois changer le cours de toute une existence.